Bonsoir donc à tout le monde. Donc, je vais vous présenter ce soir les bases du design humain sur la base de ce que j'ai appris au fil des dernières années. Donc, moi, je m'appelle Fabienne. Je fais de l'astrologie depuis 8 ans, du design depuis 3 ans et demi. Je suis actuellement en formation avec Maryse Ménech pour devenir analyste en design humain. Et j'avais envie de donner vraiment les bases du design, comment ça fonctionne, comment lire un schéma pour les gens qui arrivent dedans et qui ont peut-être du mal avec la terminologie, les différents concepts présentés dans le design, pour vous expliquer tout ça. Voilà. Alors, je vais donc vous lancer la présentation. Hop, hop. Voilà. Ça va arriver. Elle est pas là, mais elle arrive. Voilà, donc les bases du design humain, c'est parti. Donc, le design humain a été apporté par un homme qui s'est appelé à la suite de cette révélation, Ra-Uru-U, qui est né Robert Alan Krakower au Canada, donc Canada anglophone. Comme vous le voyez, il est né le 9 avril 1948 et décédé en 2011. Il apprend d'abord la musique et différentes choses, et puis il se retrouve après à travailler dans la publicité et les médias. Puis il arrive à Ibiza, l'île d'Ibiza en 1983, donc à 35 ans. Et c'est là qu'en janvier 87, début janvier 87, il a une expérience mystique qu'il appelait la rencontre avec la voix, qui a duré 8 jours et 8 nuits, pendant lesquels il a reçu le système du design humain dans son ensemble, dans son entier. Ensuite, il l'a étudié et pratiqué pendant 7 ans avant de le diffuser. Et que ça devienne le système qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas un dieu, c'est un être humain, comme vous et moi, si je pourrais dire. C'est juste qu'il a eu un parcours particulier, il a visiblement été choisi. Ce n'était pas non plus un homme parfait. Donc, certains trouvent que dans sa présentation du design, parfois, il a un côté un peu pessimiste. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, il a apporté au monde le système du design humain, qui est quand même un système que moi, je trouve particulièrement intéressant. Donc, je vous ai mis à côté de sa photo son schéma corporel. Évidemment, pour l'instant, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais voilà, vous verrez qu'il est manifesteur, le profil 5.1, et il est né sous la croix d'incarnation du clairon, c'est-à-dire le messager, et celui qui est là pour apporter le choc et le changement à ceux qui sont disposés à l'écouter, ce qui est donc particulièrement bien indiqué. Donc, le design humain est la synthèse de sagesse ancienne que je vous ai résumé ici. Donc, dans le design humain, donc, on retrouve ici, alors je vais vous mettre mon petit pointeur, si je le retrouve, qui est ici, petit pointeur rouge, j'espère que vous le voyez bien. Donc, on a ici le schéma traditionnel, schéma corporel du design humain, où on voit, quand on le sait, qu'on y retrouve l'arbre de vie des séphirotes de la Kabbale. Donc la Kabbale, c'est cette méthode ésotérique, école de pensée du mysticisme juif qui est apparue autour du XIIe, XIIIe siècle, qui présente donc un schéma avec des centres reliés par des canaux. C'est ce qu'on retrouve ici sur le schéma corporel du design, des centres reliés à chaque fois par des canaux. Le design est aussi basé, donc ces centres-là sont à peu près équivalents aux chakras de l'Inde, de l'ancienne Inde, qui étaient donc des centres énergétiques qui font partie évidemment d'un enseignement très très vaste qui est apparu autour du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Sauf que dans le système des chakras, on avait 7 centres, enfin plutôt à partir d'en bas, et que dans le système du design humain, on en retrouve 9, parce qu'en gros, il y en a 2 qui ont été dédoublés. Mais on ne va pas rentrer dans les détails ici. Le design est aussi basé sur le Yiking. Ce sont ici les symboles que vous avez tout autour du mandala, qui sont les 64 hexagrammes du Yiking. Yiking qui est représenté ici. Et j'ai choisi cette représentation particulièrement parce qu'on voit ici que le yin-yang, le symbole du yin et yang est représenté en rouge et noir, ce qui était le symbole, la couleur du symbole d'origine, et pas blanc et noir comme ça a été après transporté en Occident, parce que l'Occident aime bien les choses manichéennes, c'est blanc, c'est noir, c'est bien, c'est mal.
Alors que dans l'I Ching, on n'a pas ça du tout. C'est vraiment rouge et noir, ce sont juste deux principes opposés, mais parfaitement complémentaires. Et sur ce schéma qui représente le Pakwa, que certains qui pratiquent peut-être le Feng Shui connaissaient déjà, on retrouve les trigrammes, les 8 trigrammes, qui sont la base des 64 hexagrammes du I Ching et du design. Donc, un trigramme, c'est un ensemble de 3 lignes. Je vous l'explique maintenant parce que ça aura une importance après pour la suite. Un trigramme, ce sont donc 3 lignes qui sont soit 3 lignes yin, 3 lignes yang, pardon, comme on les a ici, et 3 ici lignes continues, ou 3 lignes yin, ici les lignes discontinues. Et après, avec les combinaisons de ces deux lignes sur 3 positions, on a 8 trigrammes possibles. Et quand on superpose 2 trigrammes, on a par définition 8 fois 8 possibilités, donc 64 hexagrammes différents qui sont disposés comme ça sur une roue, dans un ordre spécifique qui était déjà l'ordre traditionnel des hexagrammes du I Ching chinois. Donc, le I Ching, c'est ce manuel de divination qui est à l'origine donc un manuel de divination qu'on peut traduire par livre des changements et qui est apparu entre 1000 et 750 avant Jésus-Christ à peu près, qui représente la base, une des bases de la philosophie, religion, suivant comment on veut le présenter, taoïste. Donc, on a ici ces 64 hexagrammes, chacun constitué de 6 lignes. Je le répète parce que ça aura une certaine importance après. Alors, ce que je n'ai pas noté ici dans cette présentation-là, c'est aussi la composante de sciences modernes qu'on retrouve dans le design humain, parce que personnellement, ce n'est pas un domaine que j'ai creusé particulièrement, mais il se trouve que les 64 hexagrammes du I Ching correspondent aussi aux 64 codons de l'ADN, donc comment dire, la structure qui contient toutes les informations sur qui nous sommes en tant qu'être humain unique, etc. Donc, qui nous sont transmis par les chromosomes du père, de la mère, etc. Donc, il se trouve qu'on peut faire l'équivalence entre les 64 hexagrammes du I Ching et les 64 codons de l'ADN. Et d'autre part, le design humain considère aussi intègre la découverte des neutrinos, qui sont donc des particules minuscules dont on pensait qu'elles étaient équivalentes aux photons, donc aux particules de lumière, sauf qu'on s'est rendu compte qu'elles se déplaçaient un tout petit peu moins vite que la vitesse de la lumière et qu'elles portaient une masse. Et donc, qui dit masse dit information, donc ce sont des particules vraiment infinitésimales qui traversent toute la matière possible et qui sont porteuses d'informations. Et on considère que tous les corps célestes émettent des neutrinos, notamment le Soleil qui émet à peu près 70% du bain de neutrinos dans lequel on baigne en tant qu'être vivant sur cette planète. Et ce sont donc ces neutrinos qui apportent les informations en fonction de quelle position ils viennent, etc. Donc bien sûr, il ne faut pas aussi oublier de citer l'astrologie. Ici, sur ce schéma, on a le disque intérieur qui est le disque du zodiaque, qui représente les différents signes astrologiques, constellations, ici avec le bélier, ensuite le taureau, etc. Donc ensuite, en fait, en fonction de la position des planètes dans telle et telle constellation, ça va activer certaines portes et certaines lignes qui vont faire les activations qu'on va retrouver ensuite sur le schéma corporel du design. Ce que nous pouvons voir, si tout va bien, dans la diapo suivante. Voilà. Donc ici, j'ai fait le schéma d'une personne hypothétique qui serait née le 10 novembre dernier à 14h47. C'est le jour et le moment où j'ai préparé mon dernier atelier. Donc, quelqu'un qui serait né en France le 10 novembre 2020 à 14h47 aurait ce schéma-là. C'est-à-dire que ce jour-là, le soleil, donc cette personne serait scorpion, puisque le soleil était dans la porte, dans le signe du scorpion correspond à la porte 1. La porte 1 donc, qui correspond à l'hexagramme 1, l'hexagramme 1 qui est situé ici. Donc, on dit le soleil active la porte 1 dans le schéma corporel. Voilà. La position juste en face correspond ici à la position de la Terre. Donc, c'est une position fictive, c'est juste pile en face de la position du soleil. Le soleil est une étoile. En astrologie, en design, on appelle ça une planète, mais peu importe. Et on a aussi dans la liste des planètes utilisées des planètes qui n'en sont pas réellement, qui sont juste des points qu'on calcule. Donc la Terre ici, ce sera le point juste en face qui va activer ici la porte numéro 2, l'hexagramme numéro 2 qui se trouve ici. Donc on a la porte 1, la porte 2.
Et ensuite, on a donc toute une série de planètes qui vont activer différentes portes dans ce schéma corporel. Et quand il se trouve que 2 portes sont face à face à chaque extrémité d'un canal, elles vont activer ce canal et activer les 2 centres aux extrémités de ce canal. Donc on a par exemple ici la porte 12 qui est donc activée en rouge ici. Alors la porte 12, c'est que je vais la trouver, elle est ici. Donc la porte 12 activée par le nœud sud, donc activée ici dans le centre de la gorge, et la porte 22 activée ici dans le centre émotionnel, donc ça qui active ensemble le canal 12-22. Voilà, donc la différence entre les activations en rouge, pardon, en noir ici. Alors, voilà. La différence entre les activations en noir et les activations en rouge, c'est que les activations en noir, ce sont celles du moment de notre naissance, vraiment de la façon la plus précise possible avec le jour, le lieu. Alors le lieu, on regarde le lieu en fonction du fuseau horaire. Donc le lieu n'est pas forcément très très précis, mais au niveau de l'heure, on demande de la précision la plus grande possible parce qu'on a des subdivisions après, des activations vraiment dans la subdivision de la porte et de la ligne qui sont très très fines. Qui peuvent être très importantes. Mais en tout cas, pour une lecture de carte générale, on demande une précision assez grande au niveau de l'heure de naissance. Donc, au moment de la naissance, on va prendre toutes les activations qui sont présentées en noir ici. Et les activations en rouge, ce sont toutes les activations d'un moment qui est calculé par les logiciels, qui est situé à peu près 88 jours avant le moment de la naissance. Donc à peu près 3 mois avant le moment de la naissance, parce qu'on considère, dans le design, on considère que c'est ce moment-là où la conscience est arrivée dans le corps. Donc c'est plutôt les activations qui correspondent au côté inconscient, au côté de la matière du corps, alors que les activations en noir vont présenter plutôt les activations conscientes et tout notre potentiel, toutes les choses dont on a déjà conscience. Voilà, donc ça c'est la représentation qu'on appelle le mandala, donc avec la disposition des planètes en fonction de leur position au moment de la naissance et leur correspondance sur le schéma, différentes portes et différents canaux. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant pour moi en découvrant le design, pour moi qui suis arrivée de l'astrologie, c'est qu'en astrologie, même si l'astrologie que moi j'ai pratiquée est une astrologie moderne, psychologique, etc., il y a quand même toujours, on entend toujours derrière telle et telle planète est bonne ou mauvaise, tel et tel aspect est bon ou mauvais, même si on ne l'utilise pas trop, ça reste un peu présent. En design, on n'a pas du tout ça. Comme le design est en très grande partie basé sur le viking, on est vraiment dans ça ou ça. C'est ouvert ou défini, c'est rouge ou noir, c'est voilà, c'est très binaire, mais c'est jamais bien ou mal. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, chaque schéma est parfait en lui-même. Il n'y a aucun schéma plus difficile qu'un autre. Il n'y a rien qui manque, il n'y a jamais rien en excès non plus. Tout est parfait comme c'est, et c'est simplement de façon très binaire. C'est pour les centres ici, vous voyez, les centres en couleur sont les centres définis, les centres blancs sont des centres ouverts. Mais aucun des deux n'est mieux que l'autre, et c'est pas bien de dire j'ai plus de centres définis ou de centres ouverts. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans le design. Alors là, je vous ai mis 4 schémas corporels différents, justement pour illustrer ce fait-là, qu'aucun schéma n'était meilleur qu'un autre. Je vous ai mis les 2 extrêmes que j'ai pu trouver et des positions intermédiaires. Donc on va y revenir après sur les différents types, mais là je voulais me servir de ces cartes-là pour vous montrer toutes les possibilités. La seule chose qui n'est pas possible, c'est d'avoir un seul centre défini. Ça, c'est pas possible parce que forcément, une définition se fait par l'activation d'une porte, la porte d'en face, le canal entre les deux, et ça active forcément 2 centres. Donc avoir un seul centre défini, c'est pas possible. À part ça, tout est possible. On peut avoir aucun centre défini, donc toutes les activations comme d'habitude, toutes les planètes qui activent un certain nombre de portes, ou tous les centres définis, tous les centres colorés. Voilà, entre les deux, tout est possible. Donc on a forcément toujours 26 activations, 13 activations, 13 planètes ou 13 points du côté conscient en noir, 13 planètes ou activations du côté inconscient, ce qui nous fait sur la carte au maximum donc 26 activations, sachant que quand elles sont représentées comme ça, hachurées, c'est qu'il y a une activation du côté conscient et du côté inconscient en même temps.
Donc, par exemple, ici, la porte 10 est activée ici du côté inconscient et ici du côté conscient, ce qui fait qu'on se retrouve avec un peu moins de 26 activations au total. Mais dans tous les cas, tout le monde, il y a 26 activations, c'est juste que certaines portes vont être activées 2 fois, donc ça ne va pas forcément faire 26 portes activées. Mais dans tous les cas, tout le monde a ces 26 activations sur la carte. Et suivant comment elles sont disposées, ça va activer certaines portes, certains canaux, certains centres. Et c'est ça qui va faire tout l'intérêt de la lecture du schéma. Donc ici, on a un réflecteur qui a ces 26 activations, mais ce sont uniquement des portes et donc aucun canal, puisqu'on n'a aucune porte face à une autre qui activerait un canal. Ici, on a 26 activations aussi, et il se trouve qu'on a la porte 19 et la porte 49 qui sont activées, qui donc activent le canal 19-49. Ici, on a un peu plus d'activations, enfin les mêmes nombres d'activations, pardon, mais plus de centres définis. Et sur ce schéma-là, qui est le schéma de quelqu'un que je connais, tous les centres sont définis. Voilà, ça s'est trouvé comme ça, que la répartition des portes a fait que ça définit tous les centres. Mais encore une fois, ce n'est ni bien, ni pas bien, ni mieux, ni moins bien que le reste. Ça fait juste un schéma différent et des énergies différentes à vivre. Donc, comme je disais, on a ici la liste des planètes. À chaque fois, la liste des planètes nous présente le numéro de la porte, le numéro de l'hexagramme. Évidemment, après, ça demande un certain entraînement pour les connaître. Il ne faut pas chercher à les apprendre par cœur. Il y en a 64. À chaque porte, il y a 6 lignes, donc ça fait beaucoup de possibilités différentes à apprendre. Mais voilà, la porte 63 est ici située dans le centre de la tête, etc. Les chiffres tels qu'ils sont présentés toujours avec la porte et la ligne. Comme je vous disais, les 64 hexagrammes. L'hexagramme est une figure composée de 6 lignes. Donc chaque activation dans le mandala correspond ici par exemple. Alors là, du coup, ce n'est pas indiqué sur ce schéma-là, mais l'activation du soleil en porte 1, ce n'est pas seulement que le soleil active la porte 1 dans son ensemble, il va activer une ligne de la porte 1, ce qui sera indiqué dans le schéma d'une certaine façon. Et c'est ce qu'on a donc ici dans la liste des activations, le numéro de la porte et à chaque fois le numéro de la ligne, donc compris entre 1 et 6. Donc du côté noir, côté conscient, côté rouge, du côté inconscient, ou plutôt voilà, physique, organique. Quand on a des hachures, comme ici ou là, c'est que la porte est activée donc en inconscient et en conscient. Sur la liste des planètes, on retrouve parfois des petites flèches vers le haut, vers le bas, ou les deux. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui sont familiers du vocabulaire astrologie, ça ne correspond pas exactement à la même terminologie en astrologie, mais les flèches vers le haut correspondent aux exaltations, flèches vers le bas au détriment, et les deux, parfois c'est représenté sous forme d'une petite étoile, correspondent à une juxtaposition. Pour dire très très simplement, on va dire que cette planète qui active cette ligne-là particulière de cette porte-là, par exemple ici, sur ce schéma-là, la Lune qui active la porte 49 en ligne 5 est considérée comme en exaltation, c'est-à-dire elle représente l'expression haute que peut apporter cette ligne et cette porte, alors que ici, Mars, qui active la porte 22 en ligne 4, est considéré comme en détriment. Pas forcément rentrer dans les détails maintenant, c'est vraiment pas ça qui est le plus important à considérer au début. Donc, comme on le voit là, comme je vous le disais tout à l'heure, un centre en couleur est défini. Alors, les couleurs sont toujours les mêmes. Le centre de la tête est toujours jaune, le centre de l'ajna est toujours vert, le centre de la gorge est toujours marron. Certaines personnes s'interrogent sur le sens des couleurs. Il doit certainement y en avoir un quelque part, mais pas forcément arriver jusqu'à nous. Donc, on ne va pas se poser trop de questions par rapport à ça. Sachons simplement que le centre en couleur est défini. Un centre blanc est non défini. Et un centre entièrement blanc, c'est-à-dire avec aucune porte activée. Donc, ceux-là ici, ils ont quand même certaines portes activées, mais ils ne sont pas activés, ils ne sont pas définis en eux-mêmes. On a aussi des centres qui sont complètement blancs, complètement non définis, on les appelle ouverts. Dans le langage courant du design, on ne va pas forcément faire la différence entre non défini et ouvert. On fera la différence que si vraiment ça a une importance sur ce moment-là. Alors, il y avait autre chose que je voulais dire par rapport à ça, mais je l'ai mangé, c'est pas grave. Je vais continuer. Donc après, ce qu'on peut voir aussi sur le schéma, c'est ce qu'on appelle donc la définition, parce qu'un centre, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Un centre défini va être habité par notre propre énergie, en fait. Du moment que 2 portes sont ouvertes, ben, ça fait comme dans une maison, si on a 2 portes ouvertes, des 2 côtés de la maison, ça ouvre, ça fait un courant d'air, ça fait une énergie qui circule. Donc ça active donc les 2 portes sont activées, le canal aussi, ce qui n'est pas le canal, c'est pas juste l'addition des 2 potentiels de chaque porte. C'est la fameuse équation 1 + 1 = 3. Une porte plus une porte et un canal. C'est pas exactement juste une addition, c'est une expression un petit peu plus élevée, mais peu importe, qui active donc ces 2 centres par la circulation de l'énergie. Donc, ces 2 centres définis vont être habités par notre propre énergie. C'est là que nous avons accès à l'énergie correspondante en fonction de quel centre il s'agit, de façon fiable, constante. C'est quelque chose qu'on va pouvoir exprimer de façon à peu près consistante. Alors que les centres ouverts vont être des centres, comme le nom l'indique, réceptifs, où dans ce domaine-là d'énergie et domaine de la vie humaine, on va être plus réceptif à l'énergie des autres. On va pouvoir être plus sensible aussi à l'énergie des autres, alors que dans un centre défini, on pourra peut-être être plus rigide, puisqu'on est dans notre propre énergie, donc on sera peut-être moins souple. Dans un centre ouvert, on sera ouvert à l'énergie des autres, donc susceptible d'être conditionné dans un certain domaine, mais aussi du coup plus apte à avoir une certaine flexibilité et à pouvoir être plus souple dans l'expression à chaque fois de ce domaine d'énergie-là. Donc, ce qu'on appelle la définition, c'est l'ensemble des centres définis. On le voit ici. Alors, mon application là, que j'utilise pour faire ces schémas est en anglais, mais elle est traduite en français aussi. Donc, ici, on voit qu'il n'y a pas de définition, voilà, puisqu'aucun centre, stricto sensu, ce n'est pas vrai, puisque les portes sont définies, mais les centres ne sont pas définis. Donc, ce qu'on appelle ici sans définition. Ici, on a une définition simple, c'est-à-dire que si on fait le parcours, on a 2 centres définis qui sont reliés entre eux. Donc, on a un circuit de définition simple. Ici, on a une définition qu'on appelle double, en anglais split. En anglais, split, ça veut dire séparer, couper. Donc, quand on suit les canaux, comme un circuit, on a ces 2 centres-là qui sont reliés entre eux, le centre de la gorge et le centre G. Et ces 2 centres ici, le centre sacral et le centre racine, qui sont reliés entre eux ici. Mais ces 2 îles-là, ces 2 paquets ne sont pas reliés entre eux. Donc, ça fait ce qu'on appelle une définition double. Ici, on a une définition triple, puisqu'on a ici ces 2 centres-là, puis ces 3-là. Alors, voilà. On a un circuit complet de la racine au centre splénique, au centre G, à la gorge. Et ensuite, le centre sacral, le centre émotionnel et le centre égo. Donc, ça nous fait 3 paquets. Je vais vous le refaire un petit coup de crayon pour vous le montrer. On a un premier paquet ici. Un deuxième paquet ici. Ça. Et un troisième paquet ici. Et là, on voit que donc ça fait 3 îles qui ne sont pas reliées les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle une définition triple. On pourrait avoir aussi une définition quadruple. Simplement, j'ai pas dans ma banque de schémas de personnes qui ont une définition quadruple. C'est très, très rare. Plus on monte dans le nombre d'îles définies, c'est de plus en plus rare. Sachant que les personnes à définition double représentent à peu près, je crois, à peu près la moitié de la population, et le reste se répartit entre les autres définitions. Donc voilà les bases de la lecture du schéma. Quand on a un schéma sous les yeux, on va d'abord regarder je vais reprendre un petit pointeur. On regarde le schéma dans son ensemble, on regarde quels centres sont activés, quels centres sont non définis, par quels canaux, etc. Alors là, je vais passer très rapidement parce que ce n'est pas forcément le but de cet atelier ce soir de rentrer dans ce niveau de détail-là, mais chaque activation aussi va avoir une signification particulière. L'activation du soleil représente donc, comme je disais, le soleil représente 70% du flot de neutrinos dans lequel on baigne. Donc c'est une activation particulièrement importante. La Terre en face représente notre base. Et après, chaque planète, chaque point va représenter un domaine particulier ou une activation particulière. Personnellement, au bout de 3 ans et demi dans le design, je ne suis pas encore rentrée dans ce niveau-là de détail. Quand on commence, on considère qu'une activation vaut une activation vaut une activation.
Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de savoir si c'est activé, si une telle porte est activée par Mercure ou par Saturne. En général, au niveau de base, ce n'est pas le plus important. Mais quand on veut creuser un petit peu, ça peut avoir, au bout d'un moment, une certaine importance. Donc, les centres. Donc, nous avons 9 centres sur le schéma corporel. Chaque centre correspond à, on va dire, un domaine énergétique, un domaine de vie. Alors, la plupart des documents que j'ai sont en anglais, mais je vais vous les présenter en français de toute façon. Alors, le centre, qu'on peut appeler le centre de la couronne en référence au chakra couronne ou le centre de la tête, représente la pression mentale. Et il fait le pendant ici avec le centre de la racine, qui représente la pression, on va dire la pression à agir, la pression de l'adrénaline, le stress. Donc, on a déjà ici nos 2 centres de pression. Dans la tête, pression à penser, répondre aux questions. Et dans la racine, pression à agir, faire. Est-ce que j'ai la pression pour faire, etc. Ensuite, dans ce schéma, on a 3 centres de conscience, que sont ici le centre splénique. Splénique, c'est l'équivalent du centre de la rate. Alors, en français, en général, on ne parle pas souvent du centre de la rate, on parle plutôt de centre splénique, qui représente la conscience originelle, la conscience vraiment animale et reptilienne, vraiment l'intuition de la survie. C'est pour ça qu'elle est représentée ici par un radar qui correspond aussi au système immunitaire et qui va nous permettre de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas. Deuxième centre de conscience ici, beaucoup plus récent, c'est le centre de l'ajna, qui correspond au centre de conscience mentale, donc toute l'activité mentale de la conceptualisation. Et troisième et dernier centre de conscience qui est en train de se développer et de gagner de plus en plus d'importance, le centre du plexus solaire ou centre émotionnel, qui représente donc cette conscience que nous apportent les émotions et qui est donc le centre qui va gagner de plus en plus d'importance aujourd'hui. Et avec ces 3 centres de conscience, on a une évolution de l'être humain. On part de la conscience de la survie, vraiment quelque chose de très très basique, limite animal, à quelque chose de beaucoup plus humain et beaucoup plus mental, intellectuel, pour aller dans quelque chose ensuite de beaucoup plus émotionnel, parce que le design considère que c'est vers ça que va l'évolution de l'être humain. Ensuite, on a les moteurs. Donc, le premier des moteurs le plus puissant, c'est ici le centre sacral, qui correspond dans le système des chakras au chakra sacré et au niveau des organes, aux organes génitaux. Donc, vraiment la source de vie, la source de cette énergie vitale qui va permettre de vivre, de faire des bébés et d'agir, d'être vraiment dans une action puissante. C'est pour ça qu'elle est représentée ici par des batteries, tout simplement par des piles. C'est le centre qui, une fois qu'il est activé, va faire des générateurs. Donc ça, c'est le moteur le plus important. Ensuite, on a le moteur du plexus solaire, qui est donc le seul centre à être à la fois un centre de conscience et un centre moteur. On a le centre de la racine, qui est aussi un centre moteur. Et le centre de l'ego ici, qui n'est pas... il ne faut pas voir l'ego comme l'ego en termes de quelqu'un qui a de l'ego, qui a beaucoup d'ego, qui n'en a pas. C'est pas exactement... C'est un peu la même idée, évidemment, mais c'est plutôt ce qui correspond à la volonté et le désir de se dépasser, le désir d'être en compétition, en concurrence avec les autres pour se dépasser, qui est donc aussi un moteur, en sachant que le sacral reste de tous le moteur le plus puissant. Ensuite, il nous reste le centre de la gorge qui correspond, c'est pour ça qu'il est représenté ici par des enceintes, qui correspond au centre de l'expression et de la manifestation verbale dans la communication, mais aussi simplement la manifestation en action de toutes ces énergies qui nous traversent et qu'on va pouvoir mettre dans la matière. Et enfin, on a au centre ici le centre G, centre de l'identité, qui va nous indiquer la direction. C'est pour ça qu'il est représenté ici par une boussole, par le sens que nous avons de notre identité, de notre direction et de notre rapport à l'amour. Est-ce que nous cherchons l'amour à l'extérieur? Est-ce que nous avons trouvé l'amour en nous? Etc., etc. Donc, sur ce schéma sont représentés les pourcentages. Alors, ce sont les pourcentages du nombre de centres ouverts à chaque fois. Donc, il y a à peu près 70% des gens qui ont le centre de la tête ouvert, ce qui amène souvent à se poser beaucoup de questions, et surtout des questions qui ne servent à rien.
Donc, quand le centre de la tête est défini, on peut se poser ses propres questions et on n'est pas forcément envahi par les questions des autres. Le centre de la tête ouvert va faire qu'on peut être envahi par toutes les questions qui flottent un peu dans l'atmosphère générale et on se sent obligé de répondre à toutes les questions et on est très sensible à cette pression mentale, cette pression à réfléchir, à répondre aux questions. Donc, de manière générale, quand le centre est défini, c'est notre propre énergie. Quand le centre est ouvert, on est sensible à cette même énergie qui va venir des autres, voire hypersensible, et donc ça peut tomber dans une forme de vulnérabilité. Le centre de l'ajna est défini chez 50% de la population. Les 50% qui l'ont non défini vont peut-être chercher à prouver qu'ils sont sûrs de qui ils sont, pas sûrs de qui ils sont, pardon, sûrs de leurs opinions en fait. Un centre ajna défini va pouvoir avoir des opinions à peu près stables et constantes, alors qu'un centre ajna non défini va pouvoir être perméable aux opinions des autres et changer d'avis, comme une girouette, ce qui n'est pas forcément en soi non plus une catastrophe. Simplement, c'est une qualité, une caractéristique à prendre en compte. Centre de la gorge est défini chez 70% de la population, ce qui apporte donc une expression, une façon de parler, une façon de s'exprimer, une façon de manifester les choses dans sa vie de façon à peu près stable, opportune, au bon moment, etc. Alors que les personnes qui vont avoir le centre de la gorge ouvert vont peut-être chercher à attirer l'attention, donc 30% de la population vont chercher à attirer l'attention, peut-être pas oser parler, ou parler trop souvent, ou pas parler au bon moment. Donc au niveau de l'expression, on n'est pas forcément dans quelque chose de très stable et de très posé. Les personnes qui ont un centre G, ici, centre de l'identité défini, représentent 55% de la population. Donc ces gens-là, a priori, vont pouvoir savoir qui ils sont, savoir où ils vont et savoir que représente l'amour pour eux, de manière très schématique, évidemment. Et les 45% qui ont ce centre ouvert vont peut-être être à la recherche de ce qu'est l'amour et rechercher leur direction. Et du coup aussi ne pas forcément avoir d'identité stable et déterminée, ce qui n'est pas non plus un problème en soi, simplement on se retrouve un peu à être un caméléon et à prendre les identités des gens autour de nous. Ça peut être un très grand avantage une fois qu'on le sait et qu'on ne cherche pas forcément à se flageller avec la question qui suis-je, qui suis-je. Le centre égo, il est tout petit, enfin, il a seulement 4 portes possibles. Bon, le centre de la tête en a 3, donc forcément statistiquement, il y a moins de possibilités qui soient définies. Le centre égo, il en a 4, donc ça fait 65% de la population qui l'a ouvert. Les 35% restants qui ont ce centre égo, cœur égo défini, vont pouvoir être en compétition de façon saine. Ma façon de le voir, c'est que 35% d'un groupe qui veut être en compétition avec lui-même, ou qui veut se surpasser, se dépasser pour apporter des progrès au collectif, ça suffit en fait. À l'échelle d'un groupe, on n'a pas besoin que tout le monde soit dans cette énergie de compétition. Donc 35% de gens qui ont un centre égo défini, sont 35% de gens qui vont avoir une volonté très affirmée, une volonté fiable, stable et consistante, qui vont pouvoir aller au bout de leurs engagements et qui vont vouloir se dépasser. Et les 65% restants n'ont rien à prouver, n'ont pas à rentrer en compétition avec qui que ce soit, n'ont pas forcément à prendre d'engagement parce qu'a priori, ils auront une volonté moins consistante, donc ils auront plus de mal à aller au bout de ces engagements de toute façon, ce qui risque après de les dévaloriser à leurs propres yeux, etc. etc. Et donc, cercle vicieux de « je ne suis pas assez bien, il faut que je m'améliore, il faut que je fasse des efforts ». Et ça, c'est le problème très souvent pour beaucoup de gens, donc 65% de la population, qui a ce centre G ouvert, qui cherche à chaque fois à prouver sa propre valeur, ses propres qualités, ce qui est fort dommage. C'est un des premiers centres de conditionnement quand il est ouvert. Ensuite, on a le centre sacral. Le centre sacral, donc, c'est ce moteur très puissant qui est activé chez à peu près 65%, 70% de la population, qui sont donc les générateurs, qui sont 70% de la population, qui ont donc cette capacité à agir, à faire des choses de façon fiable, stable, consistante, jusqu'à vraiment tomber complètement d'épuisement une fois que la réserve d'énergie est complètement vidée. Mais jusque-là, ils ont vraiment cette énergie et surtout ce besoin de faire des choses, d'être vraiment le moteur. C'est vraiment eux qui sont le moteur de tout ce qui se fait dans le monde, en gros. Et surtout, ils savent s'arrêter une fois qu'ils sont épuisés. Alors que quand ce centre sacral n'est pas défini, donc pour à peu près 35% de la population, on peut avoir plus de mal à savoir quand s'arrêter.
Et surtout, on n'est pas là pour faire les choses tout le temps, parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour être parmi ceux qui font des choses. Je reviendrai après dans les différents types. Ensuite, on a le centre de la racine qui est défini chez 60% des gens. Donc 60% des gens qui auront cette énergie de faire des choses et d'avoir leur propre gestion, la gestion de leur propre niveau de stress. Je fais les choses quand c'est le bon moment pour moi, je m'arrête quand c'est fini et je ne cherche pas à faire des trucs tout le temps. Alors que les 40% des gens qui ont ce centre-là ouvert ou non défini vont être sensibles à la pression des autres, vont être sensibles au stress des autres, et ils vont peut-être être, par exemple, pressés de finir les choses parce que ça leur donne l'impression de pouvoir se débarrasser de la pression, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, problème de gestion de la pression, gestion du stress, et les gens qui ont le centre de la racine ouvert peuvent avoir tendance à s'agiter tout le temps, juste parce qu'ils sont sous pression tout le temps. Il faut faire des trucs, alors qu'en fait, pas forcément. Le centre splénique ici défini représente donc 55% de la population. C'est ce qui permet d'avoir un bon accès à son intuition, un bon accès à son système immunitaire, savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, avoir une bon ressenti au niveau de la survie, entre guillemets, même si c'est dans nos sociétés, on n'est pas dans des questions de vie et de mort toute la journée, évidemment, mais ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas, les substances, les personnes qui sont bonnes pour moi ou pas. Alors qu'avec ce centre splénique ouvert, on peut avoir des difficultés à accéder à son intuition, donc être plutôt dans une forme d'insécurité qui fait qu'on va pouvoir se raccrocher à des choses ou des situations ou des substances qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais qui vont nous donner une sensation de bien-être ou nous rassurer de façon complètement artificielle, ce qui fait que ça peut donner des problèmes d'insécurité ou voire d'addiction dans certains cas aux personnes qui ont ce centre-là, centre splénique non défini. Et pour finir, le centre émotionnel du plexus solaire, alors là, c'est à peu près 50% de la population. Donc, quand ce centre-là est défini, donc chez 50% de la population, sont des gens qui connaissent des vagues émotionnelles. Ça monte, ça descend, on est dans des émotions de vagues hautes, donc d'enthousiasme, d'ouverture, de joie, ou des émotions de vagues basses, de tristesse, de dépression, etc. Ce sont des vagues qui montent et qui descendent, sans forcément de logique non plus, sans en tout cas de logique mentale derrière. Ce sont simplement les vagues émotionnelles de ce qui se passe dans la vie, tout simplement. Alors que les personnes qui ont ce centre-là non défini vont connaître moins ces vagues émotionnelles-là. Mais par contre, du coup, elles peuvent se sentir envahies par les émotions des autres, parce que naturellement, elles vont avoir un niveau émotionnel beaucoup plus régulier, et donc se sentir complètement submergées par les émotions des gens qui ont ce centre-là émotionnel défini. Et ce qui va faire que quand on a ce centre-là ouvert, on peut du coup éviter la confrontation, puisque ça revient à éviter un peu les émotions fortes qu'il peut y avoir entre différentes personnes. Et ça peut faire les rapports entre personnes émotionnellement définies et émotionnellement ouvertes peuvent être un petit peu compliqués, simplement parce qu'on n'a pas du tout la même gestion je ne vais pas parler de gestion des émotions, mais pas du tout la même façon de vivre ces émotions. Donc, maintenant que je vous ai présenté les différents centres, on va pouvoir voir comment ça se présente sur un schéma. Donc, quand on est face à un schéma pour la première fois, le sien ou celui de quelqu'un d'autre, on va d'abord regarder ici le centre sacral. Donc, centre sacral sur les 4 schémas que j'ai choisis est défini. Alors, la différence entre le centre sacral carré ici et rond, c'est simplement que l'application a décidé de passer d'un centre carré à un centre rond, mais peu importe, c'est juste une convention graphique. Donc, dans tous les cas, ici, on a ce centre sacral défini. Une fois qu'on a sur un schéma un centre sacral défini, on a affaire à un générateur. Ça, c'est la base. On voit un centre sacral défini, coloré en rouge. On a affaire à un générateur ou un générateur manifesteur mésivien. Donc, en tout cas, quelqu'un qui fait partie des 70% de la population, qui est là pour faire quelque chose, pour faire des choses qui lui font plaisir, des choses qui le font vibrer. Ce sacral, il va pouvoir donner des signaux en termes de trop bien, j'adore ça, j'y vais, ou alors j'ai pas envie. Donc, les générateurs sont équipés d'une boussole intérieure, d'un système intérieur de prise de décision. En se reliant à leur sacral, les générateurs vont pouvoir sentir si quelque chose est bon pour eux ou pas. Ce n'est pas du tout quelque chose de l'ordre du mental, puisque c'est situé vraiment au niveau des tripes, au niveau de... Ça correspond, les tripes, les organes génitaux, quelque chose comme ça. C'est cette énergie de vie
qui va se déclencher en réponse à un stimulus, à une idée, à une proposition, à un signal extérieur ou à la limite intérieure, mais en tout cas pas mental, qui va pouvoir dire oui. Et c'est là que le moteur se met en route en disant oui, j'ai envie d'y aller, oui, j'ai envie de faire ça, oui, j'ai envie de mettre toute cette formidable énergie dans ce projet, dans cette sortie, dans cette activité. Donc, on a ici, je vous ai montré des exemples assez différents de générateurs. On peut avoir un générateur tout simple avec simplement le sacral et le centre racine défini, relié ici par un canal, donc un générateur à 2 centres définis, ou un générateur avec beaucoup plus de centres définis et un seul centre ouvert. Ensuite, on a un sous-type, on va dire un autre type de générateur qu'on appelle générateur manifesteur. Générateur manifesteur, c'est un générateur qui a un centre moteur relié à la gorge, directement ou indirectement. Donc, on a ici un générateur manifesteur que j'appelle minimaliste, qui a simplement le centre moteur le plus simple, le plus basique, le premier, le plus efficace, qui est le centre sacral, relié directement à la gorge par ce canal ici, le 34-20, qui est vraiment le canal des générateurs manifesteurs classiques, et avec aucun autre centre défini. Donc, on a un générateur manifesteur, mais vraiment sur un seul canal et 2 centres. Le principe du manifesteur, c'est quelqu'un qui va pouvoir envoyer son énergie directement d'un moteur à la gorge et donc rentrer dans l'action de façon très rapide, très impulsive. Sauf qu'un manifesteur, on le verra après, n'a normalement pas le centre sacral défini. Il fait partie des personnes non sacrales, comme on le verra après. Le générateur manifesteur a le sacral défini et un de ses moteurs, pas forcément le sacral, mais ça peut être un autre moteur, relié directement à la gorge. Donc, ça va faire que par rapport au générateur pur, il va pouvoir être plus rapide, rentrer dans l'action plus rapidement, mais il ne va pas forcément aller jusqu'au bout, même si évidemment aller jusqu'au bout de l'action, c'est forcément toujours très, très satisfaisant. Et surtout, il va pouvoir aussi commencer plusieurs choses, pas toutes les finir pas dans le même ordre, alors que le générateur pur ici, une fois que son sacral a dit oui, une fois que le signal a été oui, j'ai envie de faire ça, il va pouvoir aller au fond des choses. Et une fois qu'il est arrivé au fond des choses, ressentir éventuellement une frustration. Et là, c'est le signal que c'est le moment de passer à autre chose. Donc, on a ici un générateur manifesteur minimaliste, comme je disais, et ici un générateur manifesteur avec beaucoup plus de centres définis. Et donc là, en fait, le chemin est qu'on part du centre racine pour aller au centre splénique. On passe par le centre G et on va à la gorge. Et c'est ça le circuit qui va de ce moteur qui est le centre racine, par le centre splénique, centre G et arriver à la gorge. Dans tous les cas, pour le générateur manifesteur, on a un moteur, l'énergie du moteur qui va à la gorge. Ensuite, on a les autres types. Donc, vous voyez ici, sur tous ces schémas, on a un centre sacral à chaque fois qui n'est pas activé, pas défini. Donc, on est ici pour ces 3 types-là dans à peu près 30% de la population. Le réflecteur n'a aucun centre défini, représente 1% à peu près de la population. Donc, c'est des personnes très, très rares qui vont donc refléter beaucoup leur entourage et l'identité et l'énergie des personnes autour de qui ils sont. Ils ne sont pas forcément aussi réceptifs et perméables que pourraient le laisser penser leur schéma. Moi, j'ai la chance d'en connaître plusieurs et ce sont des personnes tout à fait fonctionnelles. Simplement, ça reste quand même des gens qui sont très sensibles aux énergies des gens autour d'eux, qui ont besoin de se retirer très souvent pour s'isoler et pour se mettre à l'écart des énergies des autres. Par contre, une fois qu'ils sont en bonne forme et qu'ils ont envie de se présenter à l'énergie des autres, ils peuvent vraiment donc refléter ce qui se passe autour d'eux. Et en ça, ils peuvent être très utiles au fonctionnement du groupe dans son ensemble. Ensuite, on a ici trois types différents de projecteurs. Projecteur qui a 2 centres définis, deux ou trois sur ces 3 centres-là. Donc, le centre de la tête, centre de l'ajna et ou le centre de la gorge. Donc, 2 sur ces 3-là ou les 3. Ça fait ce qu'on appelle un projecteur mental. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Mais voilà, c'est un type de projecteur, sachant qu'il y a plusieurs types de projecteurs. On peut avoir aussi un projecteur avec 2 centres définis ailleurs que ces deux-là, ou un projecteur avec un peu plus de centres définis. La seule chose, c'est que donc ce n'est pas un manifesteur. Un manifesteur, c'est donc quelqu'un qui a un des centres moteurs, donc forcément pas le sacral, puisque le manifesteur n'est pas un générateur, et seuls les générateurs ont un centre sacral défini.
Donc, le manifesteur, c'est quelqu'un qui a un moteur relié à la gorge. Donc, ici, on a un manifesteur minimaliste avec le moteur du centre égo relié à la gorge, et c'est tout. Et ici, on a un manifesteur avec le centre émotionnel défini relié à la gorge. Éventuellement aussi, enfin, le centre égo aussi qui est relié à la gorge indirectement, avec le centre splénique aussi défini. Et ici, on a un autre manifesteur qui a, lui, 3 moteurs reliés à la gorge, le centre racine par le splénique, par le centre égo relié à la gorge, le centre émotionnel relié au centre égo relié à la gorge. Donc, ça fait 3 moteurs possibles pour le manifesteur qui sont reliés à la gorge. Donc là, c'est vraiment le manifesteur maximaliste. La seule chose, le seul centre qui reste ouvert, c'est le centre sacral, parce que donc le manifesteur ne peut pas avoir le centre sacral défini. Alors, sur tous ces types-là, je vais repartir en arrière brièvement pour parler des auras, parce que l'aura est liée directement au type et à la stratégie. Les générateurs, à partir du moment où leur centre sacral ou un centre sacral est défini, ça fait donc un générateur. Le générateur est là pour être en réponse. Ce centre sacral va s'allumer, ce moteur va s'allumer en réponse à une impulsion, une proposition, quelque chose de vu, quelque chose d'entendu. Ah, je sens une odeur de frites et j'ai envie de frites. Ah, je vois une publicité, je vais acheter ce produit. Ah, je vois une affiche de film, je veux aller voir ce film. On me parle de telle activité, j'ai envie de la faire. Enfin, on est toujours en réponse. C'est pour ça que la stratégie du générateur de base, c'est d'être en réponse et de ne pas chercher à initier quelque chose. Le générateur qui se prend pour un manifesteur va vouloir initier, va vouloir impulser quelque chose alors que ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'être en réponse et d'être à l'écoute de son centre sacral qui va pouvoir lui dire « ça, c'est une activité qui est bonne pour toi, vas-y ». Ou alors, le sacral va dire « ah », c'est-à-dire « c'est pas bon » ou alors « pas vraiment de réponse », ça veut dire « je ne sais pas encore, redemande-moi un petit peu plus tard ». Donc, le générateur avec ce centre sacral défini va pouvoir et devoir être en réponse et une fois que la réponse a été positive, il se lance dans l'action et là, il va pouvoir déployer toute cette énergie formidable du centre sacral. Pour les autres types qui n'ont donc pas de centre sacral défini, le réflecteur, lui, va être donc réceptif à toutes les énergies autour de lui et il va suivre l'énergie de la Lune. Alors, le réflecteur, c'est vraiment quelque chose de très, très spécial, un type vraiment très particulier qui fonctionne très différemment des autres, qui demanderait un atelier en soi pour expliquer comment ça fonctionne. Toujours est-il que pour les réflecteurs, c'est important de suivre le cycle de la Lune, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails maintenant. Les projecteurs, donc, n'ont pas de centre sacral défini non plus, mais ce ne sont pas non plus des manifesteurs. Les projecteurs sont là pour être des guides. Ils ont une énergie, ils ont une aura très concentrée, très focalisée, très pénétrante. Ils sont là pour connaître les autres, pour guider les énergies, pour guider l'énergie des autres et notamment des générateurs. Je pose un petit peu. Ils sont là pour connaître l'autre, pour voir l'autre. C'est pour ça que souvent les projecteurs ont du mal à se connaître eux-mêmes parce qu'ils sont tellement focalisés sur l'autre qu'ils vont pouvoir se connaître par l'intermédiaire de l'autre. Et si c'est une démarche qu'ils n'ont pas encore faite, ils vont chercher à se connaître tout seuls. Alors que le générateur a cette aura ouverte et enveloppante qui fait qu'il est ouvert à tout, il se voit, il se connaît lui-même, etc. Alors que le projecteur étant tellement focalisé sur l'autre, il voit plus facilement l'autre qu'il ne se voit lui-même, en fait. Et il est là pour guider les autres, orienter l'énergie des autres, notamment des générateurs, en posant aux générateurs des questions, parce que ce sont des questions, notamment des projecteurs, qui vont aider le générateur à sentir les signaux du sacral en termes de oui ou non. Donc, si vous êtes générateur et que vous avez une décision à prendre, essayez de vous trouver un projecteur ou un autre générateur qui va vous poser des questions fermées, des questions auxquelles on répond par oui ou non, pour que vous puissiez vous entraîner à écouter les signaux de votre sacral. Et si vous êtes projecteur, sachez que vous êtes là pour guider l'énergie des autres, vous n'êtes pas là pour faire autant que les générateurs, puisque votre centre sacral n'est pas activé. Vous êtes là pour orienter l'énergie des autres et vous êtes vraiment les guides de demain. Les manifesteurs, alors, au niveau des statistiques, donc je disais, pardon, hop, on revient, encore un.
Au niveau des statistiques, je disais, on a à peu près 70% de générateurs, donc vraiment la majorité de la population. On a à peu près 1% de réflecteurs. Les projecteurs représentent à peu près 22% de la population, ce qui fait à peu près un projecteur pour guider 4 ou 5 personnes. Et ensuite, on a 8-9% de manifesteurs, ce qui, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'échelle du système global, 8-9% des gens qui vont initier, ça suffit largement en fait. Donc, c'est au niveau du rôle collectif global, c'est au manifesteur qu'incombe la tâche d'initier l'action, d'impulser l'action, puisqu'il a un de ses moteurs relié directement à la gorge, mais pas le sacral. Il va pouvoir avoir cette énergie formidable pour lancer un mouvement, pour créer une énergie, pour créer un mouvement, mais il n'a pas forcément l'énergie après pour aller au bout de cette action, aller au bout de ce mouvement. Et vu que ce n'est pas son rôle, tout va bien. Idéalement, des générateurs vont s'emparer de cette action, de ce mouvement, de cette énergie. Ils vont vouloir la mener à bout parce que c'est quelque chose qui les fait vibrer, qui leur fait envie, un projet qui leur plaît. Et les projecteurs vont être là pour guider tout le monde. Et les réflecteurs vont pouvoir faire le miroir, venir de temps en temps pour faire le miroir dans tout ça. Donc, le manifesteur a, contrairement au générateur qui a une aura ouverte et enveloppante, le manifesteur a une aura fermée et répulsive. C'est pas forcément très sexy au début, mais bon, c'est comme ça. Mais cette aura fermée et répulsive, elle est là pour former un peu comme une cuirasse autour du manifesteur qui fait que quand il s'approche de vous, il va vous mettre en mouvement. Il s'approche de vous, vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise, du coup, vous allez bouger et c'est ça qui va créer un mouvement. C'est ça le but de l'aura du manifesteur. Qui n'est pas non plus une fatalité, ce n'est pas des gens impénétrables, simplement qui peuvent comme ça avoir quelque chose d'un petit peu impressionnant au début. Ensuite, en fonction du schéma, on va pouvoir voir aussi quel est le centre ou quelle est l'autorité de notre schéma et de notre design. L'autorité, c'est le centre ou le processus qui va nous permettre de prendre nos décisions. Donc, quand le centre du plexus solaire est défini sur un schéma, quel que soit le reste de la définition, quels que soient les autres centres définis, à partir du moment où le centre émotionnel, le centre du plexus solaire est défini, il devient l'autorité, pour donc à peu près 47 à 50% de la population. Donc, autorité émotionnelle, ça veut dire je traverse des émotions, je traverse des vagues émotionnelles, je ne prends surtout pas de décision dans un moment de vague émotionnelle, que ce soit en haut ou en bas de la vague émotionnelle. Dans le haut de la vague, je vais dire oui à tout et tout sera bien et tout sera merveilleux. Dans le creux de la vague, c'est non à tout et tout est horrible et rien n'est merveilleux. Dans tous les cas, ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision. Le bon moment, c'est entre deux vagues, une fois que le creux de la vague est passé et le haut de la vague est passé, où là, j'ai une certaine clarté à propos d'une situation et je vais pouvoir prendre une décision. Donc, c'est un processus décisionnel très lent qui demande de prendre le plus de temps possible avant de se décider pour surtout pas décider dans l'instant, parce qu'avec un centre émotionnel défini, il n'y a pas de vérité dans l'instant. Ce qui concerne donc, comme je disais, à peu près 50% de la population. Si on avait 50% de la population mondiale qui prenait le temps de prendre ses décisions et qui ne décidait pas de façon impulsive, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes que ce qu'on a aujourd'hui. Bref. Quand on voit sur un schéma un centre émotionnel non défini, on regarde si le centre sacral est défini, auquel cas il devient systématiquement l'autorité. Ce qui est présenté ici, c'est la hiérarchie des autorités, donc c'est l'ordre. Le centre sacral défini, c'est lui qui devient l'autorité, c'est-à-dire oui ou non. Donc, en fonction des signaux de mon sacral, je vais pouvoir dire pas envie, c'est non. Ou alors, ça me fait trop envie, j'y vais. Donc ça, c'est le principe de décision pour les générateurs, et notamment les générateurs qui n'ont pas le centre émotionnel défini. C'est une vérité dans l'instant qui peut changer aussi, d'instant en instant, puisque c'est l'impulsion du moment du centre sacral qui va dire oui ou non. Pour les personnes sur les schémas qui n'ont ni centre émotionnel défini, ni centre sacral, on aura peut-être le centre splénique défini, donc forcément pour les non-générateurs. Donc ça peut être soit des manifesteurs, soit des projecteurs qui ont le centre splénique défini, donc à peu près 11% de la population, qui vont pouvoir décider en fonction de leur intuition. C'est l'intuition, la petite voix intérieure, qui va pouvoir leur dire il faut faire ça. Alors, c'est pas oui ou non, c'est la petite voix intérieure qui dit tourne à droite. Normalement, notre chemin tourne à gauche, mais là, il faut tourner à droite. Enfin, Notre intuition nous dit tourne à droite, on ne sait pas pourquoi, c'est pas mental, c'est pas raisonné, c'est pas forcément raisonnable, c'est même pas forcément moral.
Mais en général, notre intuition est fiable et elle sait ce qui est bon pour nous. C'est pas du tout passé par le mental et par le cerveau, c'est vraiment la pure instinct de survie, quoi. Donc, ça fait une autorité splénique et pour 11% des gens, qui est une autorité qui est très rapide. Comme c'est une vérité dans l'instant, ça peut changer d'instant en instant, contrairement à l'autorité du plexus solaire, qui est vraiment la plus lente qui soit. Ensuite, encore moins nombreux, quand on n'a ni centre émotionnel, ni centre sacral, ni centre splénique défini, on peut avoir le centre G ou le centre égo défini. Alors là, vu que c'est beaucoup plus rare, c'est peut-être moins facile à connaître et moins facile à sentir aussi. Ça va être pour le centre égo une volonté. C'est la volonté, j'ai envie de, je veux faire ça. Il va nous indiquer ce qui est bon pour nous ou pas. Et avec le centre de l'identité, le centre G comme autorité, ça va s'exprimer aussi dans la façon peut-être dont on sent une chaleur au niveau de la région du cœur qui va nous dire si l'énergie et l'activité est bonne pour nous ou pas. Dans tous les cas, ce seront des autorités à creuser un peu, parce que ça va faire aussi forcément, si on a ces centres-là, ça veut dire que tous les centres du bas, donc le plexus solaire, le sacral et le splénique, sont forcément pas définis, puisque ce sont les derniers possibles. Et donc ça fait aussi beaucoup d'ouverture et beaucoup de sensibilité à l'environnement. Ensuite, on peut avoir donc les projecteurs mentaux qui ont soit ces deux centres-là définis, soit les deux centres de la tête, soit ces trois-là, qui eux, c'est encore différent, vu qu'ils n'ont pas de centre d'autorité, on va dire, de centre d'autorité défini. Leur autorité va se faire selon un processus. Au lieu de se faire sur la base d'un centre, ça va être un processus qui va consister à parler de leur situation, à parler de la décision à prendre à des personnes de préférence bienveillantes qui vont surtout pas donner de conseils, mais qui vont leur permettre à ces projecteurs mentaux de s'écouter parler simplement. Et au fil de la discussion et au fil des questions bienveillantes que la personne en face pourra poser, simplement au fil de l'expression, le projecteur mental va pouvoir prendre sa décision. C'est une prise de décision qui peut être assez lente et qui nécessite donc d'avoir quelqu'un en face et qui est bienveillant pour écouter. On peut aussi parler tout seul et s'écouter parler, s'enregistrer. Ça peut être aussi une façon de prendre ses décisions. En tout cas, c'est aussi un processus de prise de décision assez lent. Et ensuite, évidemment, pour les réflecteurs qui n'ont aucun centre défini, ils vont s'appuyer, comme je disais tout à l'heure, sur la Lune aussi pour prendre les décisions, c'est-à-dire qu'ils vont idéalement laisser passer un mois lunaire complet avant de prendre les décisions au minimum importantes pour eux. Ensuite, on en vient au profil. Alors, sur la carte est aussi présent à chaque fois le profil en termes de chiffres et expliqué en termes de noms. Alors, pour vous expliquer ce que c'est un profil rapidement, il faut que je vous explique la structure de l'hexagramme. Donc, l'hexagramme, c'est cette figure à 6 lignes dans laquelle la première ligne est la première en bas. Donc, la première ligne pour chaque hexagramme a pour vocation à établir la fondation. C'est pour ça qu'elle est dans la cave, dans le sous-sol de la maison et elle fait des recherches. La deuxième ligne, elle commence à vivre les qualités de l'hexagramme, mais d'une façon très naturelle et spontanée, sans forcément tout réfléchir. Elle vit de façon, voilà, son ermite dans son coin, fait sa vie toute seule. La troisième ligne va vouloir expérimenter et tester et mettre à l'épreuve les leçons de cet hexagramme-là. C'est pour ça qu'on l'appelle le martyr, parce que ce qui est intéressant dans une expérimentation, c'est surtout tout ce qui ne marche pas, pour pouvoir en informer les autres en disant « ça ne marche pas, n'essayez pas ». La quatrième ligne va pouvoir commencer à externaliser les leçons de cet hexagramme-là qui ont été apprises par l'investigation, par simplement la vie naturelle et l'expérimentation. Avec la quatrième ligne, on peut commencer à en parler autour de soi. C'est pour ça que ici, le petit personnage est représenté sur son balcon. En parler autour de soi, autour de son réseau. Les personnes qui ont un profil de quatrième ligne sont souvent des gens qui ont un réseau important et qui vont pouvoir externaliser ce qu'elles savent et ce qu'elles sont auprès de leur réseau, les amis, la famille, les collègues proches. La cinquième ligne, elle va universaliser, c'est-à-dire apporter les leçons de l'hexagramme au plus grand nombre et donc surtout aux étrangers. Les gens qui ont un profil de cinquième ligne, en général, touchent beaucoup plus facilement les étrangers que leur réseau proche. Et les gens de sixième ligne, la sixième ligne, c'est ce qu'on appelle le rôle modèle. Elle est carrément sur le toit de la maison. Elle incarne la perfection de l'hexagramme, de la leçon qu'il y avait à apprendre. Et elle est déjà presque au-delà, en fait, presque en train de regarder la suite. Donc, ce qui fait que si on regarde l'hexagramme en termes de 2 trigrammes, on a le trigramme du bas
la quatrième ligne qui représente la transition entre le trigramme du haut et le trigramme du bas, et ensuite donc le trigramme du haut, qui va nous faire ici les 12 profils possibles, parce qu'avec ces 6 lignes-là, toutes les combinaisons ne sont pas possibles. On peut avoir 1, 3, 1, 4, etc. 2, 4, 2, 5, etc. Donc, pour cela, j'aurais dû vous montrer un schéma. Je vais vous montrer le schéma d'après. Donc, les profils des lignes 1, 2 à 3 sont plutôt à destinée personnelle, donc plutôt là pour s'occuper de leur propre destinée. Les profils de ligne 4 sont là plutôt pour faire la transition entre personnel et collectif. Et les profils ligne 5 sont là vraiment pour universaliser et pour aller vers quelque chose de plus transpersonnel qui va toucher un peu plus de monde. Donc, on a ici les 12 profils possibles, donc 1, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 5, en sachant que la répartition statistique est très inégale. Et donc, sur à chaque fois la moitié des profils, donc 6 sur 12, on les retrouve de façon assez fréquente, alors que 1 sur 2, on les retrouve de façon beaucoup plus rare. Tous ces documents, vous pourrez les retrouver à télécharger sur mon site internet pour pouvoir y revenir dessus si vous le souhaitez. Un élément important aussi qu'on voit dans la lecture d'un schéma, c'est ce qu'on appelle la croix d'incarnation. Alors là, je vous ai mis mon schéma pour voir comment ça se présente. Ça nous permet aussi de voir comment se présente ici le profil. Le profil est indiqué, indiqué ici sur l'application. Donc, on voit que moi, j'ai un profil 5.1. C'est parce que mon soleil ici, soleil et terre du côté conscient sont dans une ligne 5 à chaque fois. Et soleil et terre du côté inconscient en ligne 1. Donc, ligne 1 de la porte 14 et ligne 1 de la porte 8. Donc, ça fait un profil 5.1. Et c'est ça qui fait le profil 5.1 de l'hérétique investigateur. Ça, juste pour finir sur les profils. Et ensuite, quand on garde les 4 portes, les 4 hexagrammes, justement, qu'on vient de voir, ça nous donne ce qu'on appelle la croix d'incarnation. Alors, pourquoi la croix? Simplement parce que ces 4 portes sont réparties en forme de croix sur le disque des hexagrammes et le disque zodiacal. Donc, on a ici le soleil, ça c'est la croix d'incarnation qui correspond à mon schéma. Le soleil en porte 49, opposé à la Terre ici consciente en porte 4, avec un soleil inconscient ici en porte 14 et une Terre inconsciente ici en porte 8. Donc on retrouve ces chiffres-là ici, 49, 4, 14, 8. C'est donc ce qu'on appelle la croix d'incarnation qui représente notre mission de vie, qui représentait un enseignement en soi, qui est encore tout un domaine du design qui est très intéressant de creuser, qui peut paraître très hermétique au début parce que la façon dont c'est formulé, la façon dont c'est présenté, pas forcément très très clair. Moi, je sais que ma croix d'incarnation, elle ne me parle pas particulièrement. Mais voilà, elle donne une indication sur notre mission de vie et ce qu'on a à vivre ici sur ce plan. Alors, pas forcément ce qu'on a à vivre, mais avec quelle énergie on va le vivre et ce qu'on va apporter. Voilà, il ne s'agit pas d'en faire quelque chose de mental et de s'obliger à quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le but. Une autre indication qu'on peut trouver sur la carte, sur le schéma en fonction du logiciel ou du site qu'on va utiliser, ce sont ici les 4 flèches qu'on a là, qu'on appelle les variables, qui vont être soit dirigées vers la droite, comme ici, soit dirigées vers la gauche. Alors moi, les variables, j'ai l'habitude de les utiliser en anglais. Donc c'est pour ça que je l'ai indiqué comme ça ici. Donc ici, vers la droite, right en anglais, vers la gauche, left en anglais. Du côté personnalité, donc P, donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec un P, R, L, personality, right, left. Et du côté design, côté rouge, inconscient, 2 fois right, donc droite et droite, D, R, R. Ça, c'est aussi tout un domaine du design qui demande une étude assez approfondie, qui va nous donner des indications sur notre conscience, comment fonctionne notre esprit, comment fonctionne notre cerveau. Ici, c'est marqué digestion, mais c'est la digestion qui nourrit le cerveau, l'organe physique du cerveau. Notre perspective, notre façon de voir les choses autour de nous et notre environnement. Est-ce que dans notre environnement, on va être plutôt actif ou plutôt réceptif? Tout ce qui est tourné à droite est plutôt réceptif
passif, entre guillemets, et tout ce qui est tourné à gauche est plutôt stratégique, actif. Voilà pour... Alors, on a une personne qui vient d'entrer et qui a laissé son micro ouvert. Si vous pouviez fermer votre micro, ça serait super, merci. Donc, très rapidement aussi par rapport au transit, parce qu'on a parfois des gens qui demandent si notre schéma corporel reste le même toute notre vie. Le schéma en lui-même reste le même toute notre vie. Par contre, la position des planètes autour du disque zodiacal va changer et on va créer de nouvelles activations qui vont compléter notre schéma et qui vont activer des choses qui sont déjà actives chez nous ou qui ne le sont pas. Et c'est ce qui va donc permettre de traverser des moments où on a tel centre activé, telle porte activée, etc. Donc là, je vous ai mis un tableau dans lequel on ne va pas rentrer en détail maintenant, qui montre simplement combien de temps chaque planète, chaque point d'activation reste dans une porte et dans une ligne. Donc le Soleil fait à peu près 6 lignes dans son passage, donc à peu près un jour dans chaque ligne, alors que la Lune va beaucoup plus vite. Un jour dans chaque ligne pour le Soleil et 6 jours dans chaque porte. La Lune est beaucoup plus rapide, elle reste à peu près une demi-journée dans chaque porte. Et après, plus on descend dans la liste, plus on s'éloigne donc du Soleil et plus on va vers des planètes lointaines, plus on est dans des planètes lentes, jusqu'à avoir Pluton qui va activer chaque porte pendant 1413 jours. Soit, vous faites le calcul, 247 ans. Voilà, donc ça nous permet de voir la vitesse de déplacement des différentes planètes. Dans l'application, ça peut se présenter comme ça. Donc ça, c'est encore une fois mon schéma à moi. Ça, c'est la carte des transits donc du 10 novembre 2020 à 13h29. Donc on voit que ce jour-là, à ce moment-là, les planètes, donc la liste des planètes ici, activaient telle porte à chaque fois de telle ligne. Ce qui fait quand on fait la synthèse des deux, en bleu, on a mes activations de naissance ici, le tableau classique. Et sur le tableau d'à côté, on a en vert donc les activations du moment. Et on voit par exemple que sur mon schéma de naissance, j'ai la porte 14 activée ici, mais pas la 2. Ce jour-là, la porte 2 était activée, donc ce qui fait que ce jour-là, mon centre sacral s'est retrouvé activé parce que ça faisait le canal complet et ça a donc activé ces deux centres-là. Donc le suivi des transits peut être intéressant pour voir où on en est des énergies du moment. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai commencé à regarder il y a à peu près 6 mois, donc au bout de 3 ans de pratique du design. Donc ne vous inquiétez pas avec ça dès le début, ce n'est pas forcément le plus important. Ensuite, pour finir, je voulais vous présenter, parce qu'évidemment, quand on commence à s'intéresser au design, on commence à se demander quel est son propre schéma et après quel est le schéma des gens autour de nous, le type, le profil, etc. Et donc, on peut mettre deux cartes, deux schémas de deux personnes, de les superposer pour voir comment les énergies de ces deux personnes sont en conflit, en opposition, en association, en complément, etc. Donc là, j'ai pris la carte de deux amis à moi. Alors, ça, c'est lui ici et ça, c'est elle. Ça peut être vraiment fait avec deux personnes, parents, enfants, amis, voisins, qui on veut. Et on a donc d'un côté les activations en vert ici, d'un côté les activations en bleu. Donc, on regarde ce que ça donne ensemble. On se rend compte, par exemple, que ensemble, alors tout ce qui est défini chez l'un va être aussi défini chez l'autre. Donc, on a forcément plus de définitions au global que séparément. Et on voit, par exemple, que... Alors, qu'est-ce que j'avais relevé? Oui, que le centre de l'ajna, par exemple, est ouvert chez les deux personnes ici, mais ensemble, comme ils ont à chaque fois ici, lui a cette porte ici, la porte 17, et ici la porte 56 en vert, donc on retrouve ici la 17 et ici la 56, et elle a la porte 11 ici et la porte 62, ce qui fait qu'à tous les deux, ils font ces deux canaux complets et donc définissent ensemble ce centre de l'ajna. Donc séparément, ils peuvent avoir tendance à vouloir paraître sûrs de ce qu'ils sont alors qu'ils ne sont pas forcément. Et une fois qu'ils se retrouvent ensemble, ce centre est défini, donc ils sont moins perméables aux opinions d'autrui et ils peuvent être plus facilement dans quelque chose de plus apaisé par rapport à tout ça. Voilà, donc je suis arrivée
au bout de ma présentation pour aujourd'hui. J'ai essayé de faire bref, mais vu qu'il y a beaucoup de choses à dire, ce n'était pas aussi court que ce que j'aurais souhaité au départ, mais peu importe. Dans tous les cas, merci de votre attention. Si vous souhaitez faire un don pour cette présentation, vous pouvez m'envoyer par PayPal à l'adresse mail qui figure à l'écran, en sachant que je vous demande, enfin, c'est mieux de cocher l'option envoyer de l'argent à un ami, parce que si vous indiquez que c'est de l'argent envoyé en paiement d'un service, ça va générer des frais. Et si vous préférez un virement bancaire, je vous envoie mon RIB sans problème. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et maintenant je vais pouvoir couper l'enregistrement pour pouvoir répondre à vos questions.